Bonjour. Aujourd'hui, on plonge dans un texte incontournable, 1984 de George Orwell. Bonjour. Oui, une œuvre majeure. Notre analyse va s'appuyer sur des extraits bien précis d'une traduction, mais on en discute en français. Et ce qui est frappant, c'est que ce livre, écrit il y a plus de 60 ans, reste incroyablement pertinent. Absolument. L'idée, c'est de décortiquer un peu cet univers dystopique, de voir comment fonctionnent les mécanismes de contrôle et pourquoi ça nous parle encore autant aujourd'hui. Alors, allons-y. Oui, 1984, c'est vraiment la référence sur le totalitarisme, la dystopie. Et c'est important de dire qu'on va se baser uniquement sur les extraits qu'on a, hein. C'est ça. Pour examiner de près comment Orwell construit ce monde à travers ses passages spécifiques. Exactement. Bon, commençons par le décor. On est à Londres, mais c'est plus vraiment Londres. C'est piste d'atterrissage numéro 1, en Océania. Airstrip-Poil, oui. Et tout de suite, l'ambiance est pesante, froide, grise, les bâtiments sont délabrés. On parle des Victory Mansions, les immeubles de la Victoire, où vit Winston. Ironique, non? Tout à fait. Ce décor, ce n'est pas juste un fond, c'est déjà un message. La décrépitude, le nom même des Victoire Mansions, ça suggère une victoire qui n'a profité qu'au régime, pas aux gens. Et puis il y a ces affiches, partout. Celle de Big Brother. Ce visage avec des yeux qui semblent vous suivre. Et ce slogan, Big Brother vous regarde. Voilà. On est immédiatement mis dans un climat de surveillance. Mais les affiches, ce n'est que la partie visible. L'outil clé, c'est le télécran. Ah, le télécran. Présent partout chez les membres du parti. Exactement. Il diffuse la propagande, bien sûr, mais surtout, il regarde et il écoute, tout le temps. Et on ne peut pas l'éteindre complètement, c'est ça. Juste baisser le son un peu. C'est ça. C'est l'abolition de la vie privée, en fait. L'intimité, ça n'existe plus. La surveillance est là, potentielle, à chaque instant. C'est une invasion psychologique permanente. Et tout ça, c'est orchestré par le parti. L'unique pouvoir en Océania. Un parti qui a une structure assez particulière, avec ses 4 ministères. Ah oui, les ministères. Et leurs noms. C'est là qu'on entre vraiment dans la logique orwellienne, non? Le ministère de la Vérité, le Miniver, il gère l'info, les arts, l'éducation, mais en fait, sa vraie fonction, c'est de réécrire l'histoire. De la falsifier, oui. Puis le ministère de la Paix, Minipax, qui s'occupe. De la guerre. C'est exactement là qu'on voit ce concept fondamental, la double pensée. Le nom des ministères, c'est l'application directe. Le ministère de la paix fait la guerre. Le ministère de la vérité ment. Et il y a les autres aussi? Oui, le ministère de l'amour, Minamour, qui est en fait le centre de la répression, de la torture. La loi et l'ordre version Océania, quoi. Terrifiant. Et le dernier, le ministère de l'abondance, Minabonde, qui gère l'économie et donc en réalité organise la pénurie constante. C'est fou cette idée de double pensée. C'est plus que du simple mensonge, c'est... C'est plus profond, oui. C'est la capacité à tenir pour vrai deux idées contradictoires en même temps et à y croire sincèrement. Comme les slogans du parti, la guerre c'est la paix. La liberté, c'est l'esclavage. L'ignorance, c'est la force. Voilà. Les noms des ministères, c'est pas juste de l'ironie, c'est cette idéologie mise en pratique. Ça défie la logique. Complètement. Et c'est un mécanisme psychologique essentiel pour le parti. Contrôler la réalité en contrôlant la perception. Le Minaver, le ministère de la Vérité, c'est l'outil principal pour ça. Le travail de Winston, c'est ça, non? Réécrire les archives. Exactement. Réécrire les articles, les livres, tout, pour que le passé colle toujours à la ligne du parti du moment. Si Océania change d'ennemi en pleine guerre, Hop, on réécrit l'histoire pour dire qu'on a toujours été allié avec le nouveau et ennemi de l'ancien. c'est ça, instantanément. Et les anciennes versions, les preuves du vrai passé, si on peut dire, elles vont où? Le passé n'est pas juste réécrit, il est anéanti. Ça donne le vertige. On se demande s'il reste quoi que ce soit de ce qui existait avant. C'est le but. Rendre toute comparaison impossible, toute référence à une autre réalité. Le parti contrôle la mémoire, collective, individuelle. Qui contrôle le passé, contrôle l'avenir. Qui contrôle le présent, contrôle le passé. C'est la maxime clé. En maîtrisant le récit au jour le jour, le parti s'assure d'avoir toujours raison. Toute contestation devient impossible, faute de preuves, faute de mémoire. C'est un contrôle total sur la perception du temps. Et cette manipulation du passé s'accompagne d'une surveillance qui va jusque dans les pensées. On a parlé du télécran, mais il y a pire, non? La police de la pensée. La Tote Police, oui.
la plus redoutée. Son travail, ce n'est pas de punir les crimes classiques, c'est de traquer le crime pensé, le thought crime. Le crime pensé. Qu'est-ce que c'est exactement? Juste penser quelque chose de mal? C'est ça. Le simple fait d'avoir une pensée qui n'est pas orthodoxe, qui dévie de la ligne du parti, même si on ne dit rien, même si on ne fait rien, c'est l'hérésie mentale. Mais comment ils peuvent savoir? Le télégramme, bien sûr, mais aussi la surveillance humaine, les dénonciations, et puis l'interprétation des signes. Une expression du visage, un froncement de sourcils, un mot dit en dormant. Tout peut être un symptôme. Et ça peut mener à la vaporisation, l'effacement total. Exactement. Du coup, il n'y a plus de refuge. Même pas dans sa propre tête. La surveillance devient interne. On doit se surveiller soi-même en permanence. C'est la peur, en fait, qui devient l'outil de contrôle principal, l'autocensure constante. Absolument. Et cette peur est partout. On apprend même que les enfants sont encouragés à espionner leurs parents. Ça détruit tous les liens, ça isole les gens. Ils sont plus faciles à contrôler après. L'objectif final, c'est que la pensée déviante ne puisse même plus naître. Et c'est là qu'intervient cet autre outil, peut-être le plus fou, le novlangue, Newspeak, Ah, le novlangue. la langue officielle d'Océania. Mais une langue conçue pour réduire le vocabulaire, pour appauvrir la pensée. L'idée, c'est que si on n'a pas les mots, on ne peut pas avoir l'idée. C'est ça. C'est le pari, oui. Le pari radical du parti. Réduire le vocabulaire au strict minimum. On supprime les synonymes, les nuances. Les contraires se font avec des préfixes, comme un, bon et un bon. Un good en anglais. C'est ça. Pourquoi garder des mots comme liberté, égalité, esprit critique? Ces concepts sont dangereux pour le parti. Le but, c'est de les rendre impensables à terme, faute de mots pour les formuler. Donc c'est plus que de la censure, c'est une tentative de restructurer la pensée humaine elle-même. En limitant la langue, on limite les concepts. Si le mot rébellion disparaît, L'idée même de rébellion devient plus difficile à concevoir, à partager. C'est une forme de désarmement mental préventif. c'est vertigineux. C'est l'ambition démesurée du novlangue. Rendre le crime pensé impossible. C'est le complément logique de la réécriture du passé et de la surveillance. Formater l'esprit humain pour qu'il colle parfaitement à l'idéologie. La langue devient une prison. Et en même temps, le parti utilise des méthodes plus émotionnelles, on va dire, pour canaliser les sentiments. L'exemple le plus connu, c'est les 2 minutes de la haine. Oui, les 2 minutes hate, un rituel quotidien obligatoire. Racontez-nous un peu. Les membres du parti se rassemblent devant le télécran, et là, pendant 2 minutes, c'est une explosion de haine collective dirigée contre les ennemis désignés, principalement Emmanuel Goldstein. Goldstein, l'ennemi public numéro 1, ancien membre du parti, devenu traître, chef présumé de la Fraternité, une organisation clandestine. Voilà, le bouc émissaire parfait. Et les descriptions sont fortes, les gens hurlent, ils deviennent presque fous de rage contre son image à l'écran. C'est une sorte de défouloir collectif, mais totalement contrôlé en fait. Exactement, et c'est crucial pour le parti. D'abord, ça sert d'exutoire. Toutes les frustrations, les privations, la peur sont dirigées vers Goldstein, pas vers le parti. Malin. Ensuite, ça renforce la cohésion. Partager cette haine intense, ça soude le groupe. Ça renforce la loyauté à Big Brother. C'est une sorte de communion par la haine. Et Goldstein, la fraternité, est-ce que ça existe vraiment? C'est une des grandes questions du livre. Et Orwell laisse planer le doute, je pense. Goldstein est peut-être une pure invention. Une invention très utile. Utile pour canaliser la haine, mais aussi peut-être pour piéger les dissidents, ceux qui chercheraient à contacter cette résistance. Tout à fait. Ça pose la question, est-ce qu'une vraie opposition peut même exister dans un tel système? Ou est-ce que c'est forcément un fantasme ou un piège tendu par le parti lui-même? C'est une question glaçante. Et au milieu de tout ça, il y a Winston Smith, le protagoniste. Winston, oui. Un type assez ordinaire, la quarantaine, employé au ministère de la Vérité. Il a même un défaut physique, cet ulcère à la cheville, comme s'il était déjà marqué, imparfait pour ce monde. C'est ça. Il n'est pas le héros parfait, mais il est celui qui doute, qui sent que quelque chose ne va pas. Il déteste le parti, au fond de lui. Il a soif de vérité, de liberté, même s'il ne sait pas bien comment. Et son premier acte de rébellion, c'est d'acheter un carnet, un vieux carnet. Oui, dans une boutique d'antiquité,
Rien que ça, c'est suspect. Et il commence à écrire un journal intime. Ce qui est un crime pensé caractérisé. Absolument. C'est un acte désespéré pour préserver son individualité, sa mémoire, sa propre vérité, face à la machine qui veut tout écraser. Il écrit « Abba Big Brother ». C'est un risque énorme. Il est aussi obsédé par le passé, il essaye de se souvenir de comment c'était avant. Et il regarde les prolétaires, les proles. Oui, le passé, c'est sa quête de repère. Trouver une vérité perdue. Écrire, c'est affirmer qu'il existe, qu'il pense par lui-même. Quant aux prolétaires, ils sont 85% de la population. Et le parti les laisse tranquilles, plus ou moins. Oui, le parti les méprise, les considère presque comme des animaux. Ils n'ont pas besoin d'être endoctrinés aussi fort que les membres du parti. On leur donne du travail pénible, de la loterie, des divertissements stupides, et on les laisse vivre dans leur coin. Et Winston pense que l'espoir pourrait venir d'eux. C'est ce qu'il écrit, oui. S'il y a un espoir, il réside chez les prolétaires. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas soumis à la même pression idéologique, à la double pensée. Ils perçoivent chez eux une humanité plus brute, plus instinctive. Ils ressentent encore des émotions simples. C'est ça. Ils rient, ils pleurent, ils aiment. Des choses que le parti essaye de tuer chez ses membres. Winston sent que leur force vitale, leur nombre, pourrait un jour renverser le parti. Mais il voit aussi qu'ils n'ont pas de conscience politique. Pour l'instant, cet espoir reste très lointain, très théorique. Bon, si on essaye de résumer un peu tout ce qu'on a vu à travers ces extraits, on a la surveillance totale, partout, tout le temps, même dans la tête avec la police de la pensée. Mhm. On a la manipulation de la réalité avec le mini-verre qui réécrit l'histoire et le trou de mémoire qui efface le passé. Oui, On a le contrôle de la pensée elle-même avec la double pensée et ce projet fou du novlangue. tout à fait. Et enfin, la canalisation des émotions par des rituels comme les 2 minutes de la haine. C'est un système complet, d'une cohérence effrayante. C'est la force du livre. Orwell montre comment tous ces outils s'imbriquent pour créer un système de contrôle total de l'être humain. Corps, esprit, mémoire, émotion. Tout y passe. L'analyse de ces mécanismes montre cette logique implacable et glaçante. Et c'est pour ça que ça reste un avertissement si puissant même aujourd'hui. Exactement. Sur la fragilité de la vérité, de la liberté, de la mémoire, face à un pouvoir qui veut tout écraser. Ces thèmes nous hantent encore parce qu'on sent bien les échos possibles dans nos propres sociétés. Ce qui nous laisse peut-être avec une dernière interrogation. Si le parti contrôle et détruit le passé comme ça, si la réalité est constamment remodelée, est-ce que la quête de vérité de Winston, son désir de savoir comment c'était vraiment, n'est pas vaine dès le départ? C'est une excellente question. Est-ce qu'on peut même encore parler d'une vérité objective à trouver dans ce monde-là? Ou est-ce que même la résistance est déjà piégée, limitée par ce que le système permet de penser? Une question qui montre bien la profondeur et la pertinence continue de 1984. Ça laisse à réfléchir, effectivement.